Bonjour et bienvenue à cette première conférence de notre programmation automne 2025 portant sur l'innovation en santé, présentée par la Direction des affaires académiques et innovation du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Pour votre information, la conférence sera enregistrée et mise à votre disposition pour visionnement futur sur notre site, sur le site web de notre établissement. Donc, je me présente, Sylvain Charbonneau, chef de service, oui, transfert des connaissances et innovation. Bienvenue et merci de votre présence si nombreuse aujourd'hui. Merci en fait aussi de contribuer à ce rayonnement et au succès de ces conférences. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à l'appui du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à la réalisation et à leur mise en œuvre. Alors, merci beaucoup. La conférence d'aujourd'hui a pour titre le pouvoir des récits, médias, suicides et responsabilités. Pour cette conférence, nous avons l'honneur de recevoir Dr Massimiliano Ori, donc professeur adjoint à l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la prévention du suicide. Il étudie les facteurs de risque suicidaires. Clinicien, il pratique la psychothérapie auprès de personnes souffrant de dépression et à risque suicidaire à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Nous recevons également M. Seni Ayinin, donc étudiant au doctorat en santé publique à l'Université de Montréal. Il a été stagiaire au Centre collaborateur de l'OMS en santé mentale de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, sous la direction du Dr Massimiliano Ori et sous la supervision académique de Mme Annabelle Martin, où M. Ayinin a développé un cadre d'évaluation de la couverture médiatique du suicide. Donc, merci à vous deux et bienvenue. Donc, nous aurons une courte période de questions à la fin. Donc, vos questions pourront être posées dans les deux langues, donc en français ou en anglais. Vous n'avez qu'à lever votre main virtuelle si vous souhaitez poser votre question à nos conférenciers ou bien inscrire vos questions dans la section conversation de la rencontre Teams. Donc, c'est notre collègue Annabelle qui sera modératrice à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, je vous passe le micro. Donc, je laisse la parole à nos conférenciers. Alors, bonne présentation et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Je vais partager mon écran d'abord. OK. Est-ce que tout est correct? Vous voyez ma présentation? Oui, tout à fait. On voit en plein écran. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne présentation. Super. Merci. Donc, merci beaucoup pour l'invitation à présenter ici Synaptique. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe de transfert de connaissances pour avoir organisé cette présentation, pour nous avoir invités ici à vous parler d'un thème que je considère vraiment important. Et je suis content de voir que par la participation de vos séminaires, beaucoup de gens aussi sont de mon avis. C'est un thème qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est un thème important pour nous, pour les professionnels de la santé, mais aussi pour toute la société en général. Mais c'est aussi un thème qui est parfois difficile à discuter, difficile à parler. Quand on fait des présentations sur le thème du suicide, ça peut susciter des émotions parmi des gens qui ont été touchés de près ou de loin, directement ou indirectement, par les suicides et la détresse psychologique en général. Donc, je voulais juste rappeler qu'il y a des ressources au cas où il y a un besoin. Et n'hésitez pas à consulter le site web de la prévention du suicide, ou appeler le numéro 988 en cas de nécessité, ou aussi de contacter Annabelle qui pourra vous diriger vers des ressources disponibles. Donc, le suicide est sûrement une tragédie pour l'individu, y compris les tentatives de suicide, les liaisons suicidaires, sont des phénomènes qui amènent beaucoup de détresse. Mais cette détresse n'est pas confinée qu'à l'individu seul.
il a un effet qui s'étend aussi aux personnes autour de la personne qui s'est suicidée ou qui souffre de problématiques liées au suicide. Je pense à la famille, par exemple, aux amis, donc au cercle plus restreint. Mais cette répercussion, ces conséquences du suicide s'étendent aussi à les communautés. Les communautés les plus diversifiées, l'école, ou les communautés dans une ville, ou les communautés plus élargies, comme des communautés qui s'identifient, par exemple, une origine particulière. Et cette répercussion du suicide, ça peut être vraiment très large et toucher toute la population en général. Euh, on a appelé cet effet un effet de contagion, un effet d'entraînement aussi. Il était décrit dans plusieurs publications, c'est observé dans beaucoup d'assants différents. Quand il y a un suicide, il y a aussi des clusters, c'est-à-dire des groupes de suicides qui sont aussi remarqués dans une zone géographique euh, autour de la première personne suicidaire, mais aussi au niveau de temps, il y a un écho et un risque suicidaire accru dans la population. Donc, c'est un peu, vu qu'on sait que les conséquences du suicide peuvent être, avoir des répercussions aussi à long terme et aussi à d'autres personnes qui ne sont pas directement touchées, on a mis en place beaucoup on a mis beaucoup d'importance sur les actions qu'on appelle des post-ventions. Donc ça, c'est un exemple du site de l'Association québécoise de prévention du suicide qui met en place des plans de post-vention, c'est-à-dire quand il y a un suicide. Et il y a aussi des actions qui sont menées au niveau de la communauté, par exemple l'école, par exemple un lieu de travail, pour aborder ces sujets-là et éviter ces effets de contagion. Et ces effets de contagion peuvent être aussi, donc au-delà de la communauté proche, et toucher toute la population générale. Et pour cette raison-là, on, on a compris que le rôle des médias, c'est primordial aussi dans la prévention du suicide et dans l'explication de comment cet effet de contagion a lieu. C'est en fait ça qu'on voudrait aborder aujourd'hui. On voudrait présenter des connaissances par rapport à ces phénomènes de contagion et surtout reliés à l'effet des médias. Donc on va s'intéresser à pourquoi et comment on peut expliquer ces phénomènes de contagion. Mais aussi, on s'interrogera sur quel est le rôle des récits, de la façon dont ces narratifs sont portés, sur la post-vention, donc lorsqu'on rapporte des nouvelles par rapport à un suicide. Mais aussi, une autre question qui est très relevante, c'est est-ce que cette narrative a aussi un rôle dans la prévention du suicide? Donc, pas seulement en réaction à un suicide, ce qu'on fait après qu'il y a eu un suicide, mais aussi au niveau des préventions, donc limiter et diminuer les risques suicidaires au niveau de la population. En fait, pour donner un peu de contexte historique, le phénomène de contagion du suicide, c'est connu depuis longtemps. Et une des premières descriptions de ce phénomène a eu lieu suite à la publication de ses romans, Les souffrances du jeune Werther, par Goethe. On a été publié en 1774 en Allemagne. Et donc, pratiquement dans ce roman, il décrit l'histoire de Werther, qui est un jeune homme très sensible, très passionné, qui est issu d'un milieu bourgeois allemand. Et, il est décrit comme Werther tombe amoureux de Charlotte, qui est aussi une fille de son entourage. Mais malheureusement, Charlotte est déjà fiancée. Et malgré Werther déclare son amour, Charlotte reste fidèle à son fiancé. Donc, ce qui entraîne beaucoup de désespoir, des émotions intenses et de la souffrance face à l'impossibilité du jeune de pouvoir réaliser son rêve amoureux. Et Werther écrit des lettres à ses amis et décrit vraiment toutes ces émotions intenses. Et finalement, déclare d'être incapable de vivre sans Charlotte. Elle n'arrive pas à faire face à tous ces ensembles d'émotions négatives et finit donc par se donner la mort.
Donc, suite à la publication de ces romans, ils avaient observé qu'il y a eu une hausse des suicides en Allemagne, surtout parmi les jeunes, plus ou moins de la même âge que les protagonistes du roman. Aujourd'hui, on connaît ça comme effet Werther, et qui en fait décrit ces hausses du nombre de suicides suite à la publication des nouvelles par rapport au suicide. Et surtout aujourd'hui par rapport à des personnages connus, des personnages célèbres. Un exemple aujourd'hui de l'effet Werther, on l'a eu relativement récemment suite à la publication de cette émission sur Netflix, 13 Reasons Why. C'est une série télévisée que suis sûr beaucoup de vous connaissent. Il parle d'une jeune fille qui a décidé de mettre fin à ses jours. Et, et cela est décrit et documenté de façon assez graphique dans l'émission. Et voilà, elle explique les raisons pour lesquelles elle a pris ce choix. Euh, on a étudié, des chercheurs ont étudié quel était l'effet de cette série au niveau des suicides dans la population. Donc ici, dans ce graphique ici, vous voyez le nombre de réactions sur Twitter et sur Instagram qui la série a suscité depuis avril jusqu'à juillet 2017. C'était la période après la publication. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de réactions au début. Pour moi, à la fin, c'est 300 000 tweets, par exemple, sur Twitter en avril, après descend un petit peu. Et ça, c'était corrélé avec l'effet des suicides dans la population. Donc ici, vous voyez dans cette graphique ici, il y a le nombre de suicides aux États-Unis, la ligne orange, et après la ligne bleue, il y a une modélisation de ce nombre de suicides. Si on observe ce que le modèle avait prédit, donc le nombre de suicides attendus par rapport à ce qui a été observé, donc ici en orange, on voit qu'il y a beaucoup plus de suicides qui ont été observés par rapport à celles qui étaient prédites au début. Il y avait plus précisément une augmentation de 12% des suicides parmi les jeunes hommes et 21% chez les femmes. Et ce qui est aussi été observé, c'est que ce nombre de suicides, cette augmentation du nombre de suicides qui était quand même relevant, était observé parmi les adolescents de 10 à 19 ans, autant les hommes que les femmes. Mais pas d'augmentation a été observée chez les personnes plus âgées, les personnes du groupe d'âge de 20-29 ou plus de 30 ans. Des autres exemples de cet effet Werther ont été aussi observés par rapport à la publication des nouvelles des suicides de certaines célébrités. Et encore ici, comme le graphique précédent, on voit que en 2014, suite au décès de l'acteur Robin Williams, et aussi en 2018, après le décès d'Anthony Bourdain, il y a eu une augmentation d'appels au nombre d'urgences pour le suicide, mais aussi une augmentation du nombre de suicides aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques pour quantifier en fait, l'effet de cette contagion par les médias. Ça, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs études qui ont été menées sur le sujet pour avoir un peu une estimation de combien on peut estimer l'augmentation des taux de suicide suite à différentes publications à travers le monde. Et ça est estimé que parmi ces 31 études qui ont été mises ensemble, le risque de suicide a augmenté de 13% dans la période qui a suivi l'annonce par les médias du décès d'une célébrité par suicide. Alors, ces 13%, c'est un nombre assez important. On peut considérer en fait que suite à la crise économique de 2008, il y avait eu une augmentation des suicides de 8%. Donc, par rapport à ça, 13% est un nombre assez relevant. Et encore plus, et on va aussi voir ça par la suite, l'augmentation était de 30% si on regarde les personnes qui ont utilisé la même méthode que la célébrité a utilisée pour se donner la mort.
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cet effet de contagion du suicide? Il y a différentes théories psychologiques qui ont tenté de clarifier pourquoi être témoin par les médias d'une nouvelle suicide pourrait entraîner un effet de contagion. Un des premières théories qu'on peut évoquer, c'est ce qu'on appelait modeling en anglais, ce qui est l'apprentissage par observation, ou l'apprentissage vicariant. C'est une des façons d'apprendre que les êtres humains utilisent. Les enfants, par exemple, observent d'autres personnes pour apprendre de nouveaux comportements. Euh, et ici, dans la période, pour ce qui concerne la contagion du suicide, il faut considérer que pendant une période de crise suicidaire qui précède le passage à l'acte, il y a beaucoup d'ambivalence. Donc, parfois, on pense à une personne suicidaire comme une personne qui a oui, non, des idées suicidaires, mais en fait, c'est beaucoup plus ambivalent et beaucoup plus varié dans le temps. Il y a beaucoup de variations sur l'intensité, par exemple, de ces idées suicidaires. Juste pour vous donner une aperçu, ça, c'est une évaluation de comment les idées suicidaires fluctuent au cours de juste 4 jours. Donc ça, c'est avec plusieurs évaluations par jour. Chaque ligne indique des sujets. Les couleurs, c'est 4 personnes au hasard. Vous voyez qu'avoir des idéations suicidaires, c'est pas quelque chose de stable. C'est quelque chose qui varie beaucoup dans le temps, pour alterner par des périodes où les idées sont plus intenses, des périodes où les idées sont moins intenses. Donc, vous imaginez dans ce scénario-là, la personne est souvent partagée entre un désir de vivre et un désir de mourir. Une tentative, un effort cognitif de trouver une solution à des problèmes et d'évaluer les différentes possibilités. Donc, l'environnement, être exposé à des nouvelles des médias peuvent en fait avoir une grande pertinence et influence dans cette situation qui est d'ambivalence, surtout dans des périodes de fluctuation où le sujet a beaucoup d'idées suicidaires. Une autre explication qui était envisagée, c'est par rapport à la caractéristique de la pensée ou cognitive des personnes qui ont un risque suicidaire élevé. Donc, on parle de euh, construction perceptive euh, pour indiquer en fait une certaine attitude de la perception des personnes qui sont suicidaires qui tendent à être plus absorbés par des pensées liées au suicide et à la mort. On parle de vision tunnel. Donc, tout ce qui est relié au suicide et à la mort prend préférence tout ce qui est lié à la perception. Donc, les personnes sont plus attirées, sont plus amènes à prêter attention à certains contenus des médias qui peuvent avoir les suicides comme sur les suicides plutôt que d'autres alternatives. Donc, il y a comme une difficulté à prendre recul face à ce qui peut être une représentation très dramatique et sensationnalisée du suicide du protagoniste, par exemple, d'un film ou un protagoniste d'une nouvelle, plutôt que voir d'autres alternatives au suicide. Il y a aussi des études sur le fonctionnement cognitif des personnes suicidaires qui ont mis en évidence comme une association implicite ou inconsciente entre l'image de soi et l'image du suicide. Donc, la représentation médiatique du suicide pour en fait renforcer cette association entre soi et suicide qu'on voit parfois chez les personnes qui ont des problématiques suicidaires. Ils ont comme du mal à détacher l'image de soi, l'image du suicide. Ça prend priorité dans leur champ perceptif. Aussi, euh, il a été évoqué un phénomène comme de normalisation. Quand une personne lit des nouvelles sur les suicides, quand le suicide est représenté dans les nouvelles, il y a comme une perception que le suicide est quelque chose de commun, quelque chose qui se passe fréquemment. Et aussi, il y a comme une normalisation du fait que le suicide peut être perçu comme une solution possible et socialement acceptée à des problèmes. Et
et pour terminer aussi des phénomènes qu'on appelle d'identification sociale. Dans ces phénomènes ont été décrits aussi au dehors du champ du suicide. C'est par exemple quand on regarde un film ou quand on lit un livre, on tend à s'identifier avec les caractères principaux d'une histoire. Donc, selon qu'on s'identifie, au contraire, on prend les distances d'un caractère, ça peut aussi arriver qu'on prend les distances d'un caractère qui est dépeint avec des caractéristiques défavorables. Donc, selon ça, on peut s'identifier ou pas au comportement aussi du caractère principal. Donc, ça peut être un autre mécanisme qui peut expliquer pourquoi on s'identifie ici au comportement d'une personne suicidaire qui est décédée par suicide si on lit des nouvelles et on arrive à s'identifier avec les protagonistes de ces nouvelles ou on observe un film où ça a été décrit. Et ce phénomène-là, par exemple, a été étudié aussi dans des études expérimentales. Par exemple, dans ces études-là, 95 adultes qui sont portés volontaires pour ces études et qui n'étaient pas spécialement à risque suicidaire, donc ils venaient de la population générale, décidaient de participer à l'étude. On était divisés en 3 groupes et cette distribution dans les 3 groupes a été faite au hasard. Certaines de ces personnes ont été randomisées dans un groupe où les films Night Mother étaient fait visionner. Donc, dans ce film-là, les protagonistes de l'histoire décrit, on voit les protagonistes avec plusieurs problèmes et finalement, ça se termine avec les protagonistes qui décèdent par suicide. Le deuxième groupe a été randomisé dans les groupes qui observaient le film A Single Man, qui est très similaire, raconte d'un personnage qui a aussi beaucoup de problèmes, comme on le voit souvent dans les films, mais à la fin du film, la personne décède par une crise cardiaque, donc une cause qui n'est pas liée au suicide. Et finalement, le troisième groupe a été randomisé dans les groupes qui observaient le film Elizabethtown. C'est un film qui aussi raconte de plusieurs difficultés des protagonistes, mais qui finalement a une fin heureuse. Il était observé qu'à la fin du visionnement du film Night Mother, les personnes tendaient à reporter plus d'humeur dépressive et plus de suicidalité par rapport au début. Aussi, les personnes qui ont visionné les films A Single Man avaient plus de tendance à rapporter de l'humeur dépressive plus élevée qu'au début du film. Alors que les personnes qui avaient visionné Elizabethtown, donc le film avec la fin heureuse, avaient tendance à rapporter plus de satisfaction avec la vie, aussi une vision plus positive du monde. Vous voyez, ça c'est une preuve un peu expérimentale du fait que notre humeur, aussi notre suicidalité peut être influencée par rapport à ce qu'on observe par les médias et comment on s'identifie à un protagoniste. Et, ce qui a aussi été montré dans cette étude ici, c'est que plus les protagonistes s'identifiaient avec, plus la personne qui observe le film s'identifiait avec les protagonistes du film, plus cette association, cette augmentation d'idées suicidaires était relevante. Et aussi, un dernier mécanisme qui a été observé, qui a été évoqué pour expliquer ces phénomènes de contagion, est un phénomène qui prend en considération les vulnérabilités préexistantes de la personne qui est exposée à les nouvelles. Par exemple, les jeunes présentant une vulnérabilité élevée sont plus susceptibles d'accéder à du contenu en ligne relié au suicide ou relié à la dépression par rapport à ceux qui ont moins de vulnérabilité à la santé mentale. Donc, on sélectionne comme les contenus auxquels on est plus propice à donner de l'attention quand on regarde des journaux ou en ligne. Donc ça peut être déjà porter des jeunes qui sont plus vulnérables à aussi chercher plus de nouvelles par rapport au suicide. Donc à être plus susceptibles d'être influencés
par cette nouvelle, par ces nouvelles. Aussi, les personnes qui ont été observées, que les personnes avec une vulnérabilité préexistante, comme des problèmes de santé mentale ou avec une idéation suicidaire antérieure, et même avec un manque de soutien social, sont plus susceptibles d'être aussi affectées par l'effet de Werther. Dans des études expérimentales comme celle que j'ai présentée tout à l'heure, a été montré que les personnes qui avaient plus de tendance à rapporter une augmentation de leur idéation suicidaire, c'était les personnes qui, au début, avant de visionner le film, avaient déjà des problèmes de santé mentale ou un niveau d'idéation suicidaire assez élevé. Et enfin, on doit aussi considérer que même si la plupart des études sur l'effet Werther ont été menées sur des nouvelles qui ont été apparues sur les journaux classiques, avec les phénomènes maintenant contemporains d'utilisation massive des médias sociaux, il ne suffit pas d'examiner seulement les informations qui qui ont été transmises par les médias traditionnels, mais c'est très important aussi de regarder comment les messages sont transmis par les médias sociaux. Euh, des études, par exemple, qui regardent l'expérience des jeunes en particulier, qui sont les utilisateurs des médias sociaux les plus qui utilisent le plus les médias sociaux, on a remarqué que même si à parité du couverture médiatique traditionnelle, euh, quand il y a une couverture très large sur Twitter, mesurée par les réactions, par exemple, des nouvelles du suicide rapportées sur Twitter ou d'autres médias sociaux, il y a une augmentation des suicides dans la population des jeunes qui est beaucoup plus marquée par rapport à les situations où il y avait une couverture médiatique sur Twitter plus faible. Donc, très important aussi pour nous tous, aussi pour la recherche sur ce phénomène, de considérer de plus en plus que les nouvelles ne sont pas forcément tous répandues avec des médias officiels ou des médias traditionnels. Il y a aussi beaucoup de nouvelles et beaucoup d'informations qui sont prises directement par les réseaux sociaux, qui ont un pouvoir de rejoindre la population complètement différent, complètement voilà, plus peut-être puissante que les médias traditionnels. Cela dit, il y a aussi la question de comment on peut utiliser les récits pour prévenir le suicide. Ce phénomène d'effet Werther a aussi un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a des décrits que les nouvelles peuvent aussi influencer de façon positive, de façon préventive sur le suicide. On parle à ce sujet-là d'effet Papageno. Donc, Papageno est une des protagonistes de Les Flûtes chantées, l'œuvre de Mozart. Et dans cette œuvre-là, Papageno est aussi triste et seul. Il souhaite trouver l'amour, le bonheur, mais n'y arrive pas. Il échoue à toutes ses tentatives et il est découragé face à tous les obstacles. Donc, une histoire très similaire à l'histoire de Werther qu'on a vu au début. Mais ici, en fait, Papageno, grâce à l'aide des amis qui le supportent, qui lui offrent du support social, il trouve la force de persévérer et aussi, finalement, pour surmonter sa tristesse. Donc, c'est grâce à l'aide des amis que finalement Papageno réalise son rêve de trouver l'amour et voilà, il montre comment la persévérance, ne pas se décourager, et garder l'espoir lui permet de traverser la période difficile. L'effet Papageno, qui a été décrit surtout par ce chercheur-là autrichien, Thomas Niederkrotenthaler, décrit en fait cet effet parallèle au effet opposé de l'effet Werther, un effet positif que certains messages dans les médias ont, même quand on parle du suicide.
Donc, ces messages sont caractérisés par un rappel qui, même face à l'adversité, si nous n'avons pas des ressources individuelles suffisantes, il y a toujours des ressources extérieures qu'on peut, auxquelles on peut faire appel. Donc, ces messages mobilisent l'espoir et soulignent comme des personnes qui traversent des périodes difficiles peuvent se rétablir, même si ça a l'air difficile. Et c'est un phénomène très important qui a été décrit euh, à travers différentes sources de médias, les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux et des films, des médias et des, voilà, des films. Euh, En fait, ce chercheur-là a examiné beaucoup de journaux autrichiens dans lesquels les nouvelles des suicides ont été rapportées. Il a comme décrit quatre types de nouvelles. Des nouvelles, des types d'articles qui appelaient décès par suicide. C'est des articles qui rapportent des suicides d'une personne de façon très factuelle, et souvent avec des détails sur la méthode que la personne utilisait. Et hum, hum, avec oui, des méthodes avec la personne utilisée. Et d'autres groupes de journaux, groupes d'articles, en fait, ont été décrits comme crise suicidaire maîtrisée. Ça, c'est des articles qui présentent des récits de personnes qui ont traversé une crise suicidaire, mais qui ont trouvé des alternatives au passage à l'acte. Donc, ces nouvelles-là, cet article-là, ont un focus beaucoup plus accentué sur les idéations suicidaires, sur la détresse, que sur les suicides et sur les gestes suicidaires. D'autres études ont tendance à rapporter des données épidémiologiques. Donc, à un niveau très factuel, rapportent des statistiques et parfois ils emploient des termes comme épidémie des suicides ou des termes similaires. Et finalement, d'autres articles qui ont été nommés comme avis d'experts, c'est des articles qui rapportent des programmes de prévention du suicide, parfois des opinions d'experts, et aussi voilà, très factuels et très focalisés sur le comportement suicidaire. Ces chercheurs ont trouvé que, en fait, les seuls types d'articles qui étaient liés à une diminution des idées suicidaires, enfin des idées suicidaires, des taux de suicide, en fait, étaient des articles qui étaient dans la classe des articles qui montraient comment on peut maîtriser la crise. Et depuis que ce phénomène-là a été observé quasiment comme par chance, non, en examinant cet article-là, beaucoup d'autres études ont été menées de façon expérimentale, donc études plus fortes, plus contrôlées, pour voir si ces effets-là, papagenant, étaient quelque chose qui pouvait s'observer avec d'autres médias sociaux ou d'autres types d'articles. Même avec des, des mentions sur Twitter ou sur d'autres médias sociaux. Dans ces études, par exemple, ils ont cherché d'établir si l'exposition à des messages sur l'espoir, la guérison et l'établissement fournis par un influenceur des médias, voyant de l'expérience vécue lui-même des tentatives de suicide, pouvait avoir un effet positif sur la population. Ça, c'est un exemple du message sur les réseaux sociaux où la personne qui cherchait d'insuffler l'espoir. Voilà, comme vous pouvez lire ici, il donnait un message positif d'espoir et de rétablissement. Et comme on sait dans ce graphique-là, les personnes qui avaient assisté à ces messages, comparés avec des personnes qui ont observé des messages qui étaient neutres, on a rapporté une diminution très marquée des idées suicidaires, alors que les autres n'ont pas observé cette diminution-là. Cette diminution-là qu'on peut observer ici, c'était encore plus marqué chez les personnes qui avaient des idéations suicidaires au début de l'étude. Donc, plus c'est fort la pensée suicidaire au début, plus l'effet de protection d'assister à ces messages, ces témoignages était large.
D'autres études de ce type ont été conduites et même une méta-analyse a été menée sur ces études expérimentales qui ont testé l'effet de protection des messages d'espoir et d'établissement. Et ce qui a été montré, c'est que ces effets de protection étaient maintenus jusqu'à 4 semaines après l'exposition à ces messages d'espoir. La recherche est encore au début par rapport à l'effet Papageno, mais il y a des claires évidences que ça peut être un mécanisme très important pour la prévention du suicide. Et ce qu'il est aussi discuté, c'est que les mécanismes qui expliquent cet effet Papageno sont en fait les mêmes que les mécanismes qu'on a vu tout à l'heure qui expliquent l'effet Werther. Donc, il y a un fait d'apprentissage aussi par observation, on peut observer par des modèles positifs. Aussi, il y a une forte identification sociale. Si on peut s'identifier à un caractère, à un personnage qui est dans une période difficile de la vie, mais qui arrive à surmonter la crise grâce, par exemple, au fait de maintenir l'espoir ou à rechercher l'aide des autres. Ça, c'est un mécanisme d'identification qui peut en fait aider les personnes à avoir le même comportement que la personne qui est décrite. Aussi, les phénomènes de normalisation. On peut normaliser aussi le fait que les personnes peuvent avoir des moments difficiles pour penser au suicide. Et cela dit, la solution à cette période de crise n'est pas seulement le suicide. Il y a beaucoup d'autres solutions qui peuvent en fait être utilisées, qui ont été utilisées par d'autres personnes, qui ont été représentées par la communication média. Et aussi, comme on l'a vu aussi par l'étude précédente, il y a une interaction avec les vulnérabilités préexistantes. Et du fait que les personnes qui plus nécessitent les personnes qui plus nécessitent d'aide, sont les personnes qui ont plus d'idées suicidaires, sont celles qui sont les plus euh, qui en fait réagissent le mieux à cet effet positif des médias, celles qui ont l'effet protecteur le plus prononcé, ce qui est tout à fait positif. Bon, à partir de toutes ces études et tout ce qu'on a observé dans la littérature, on peut bien dire que l'effet Papageno est un outil très important de prévention du suicide. Il faut vraiment penser pour pouvoir euh, diminuer l'effet de contagion à comment les nouvelles des suicides sont rapportées dans les médias sociaux et aussi dans les médias traditionnels. Parce que ça peut avoir un effet vraiment important au niveau de la population et au niveau des communautés. Mais même si on veut aller au-delà de ça, cet effet Papageno peut être aussi vu comme un outil de prévention du suicide au niveau de la population. C'est pas seulement la façon dont des nouvelles des suicides sont rapportées, mais on peut aussi utiliser les histoires qui augmentent l'espoir, qui portraitent des personnages qui ont été capables de surmonter une crise comme outil de prévention du suicide. Donc, pas seulement en réaction au suicide, mais aussi en amont de ça, comme un outil de prévention du suicide. Et à ce sujet, il y a aussi des exemples qui nous rappellent aussi euh, que ces messages de prévention du suicide peuvent être construits aussi en tenant compte de la culture et non, de l'origine et de la spécificité du groupe, de la communauté qu'on peut rejoindre. Il y a de beaux exemples sur ça. Par exemple, on peut regarder ce qui a été fait au niveau de l'Inuit Circle Power Council. Comme nous savons, malheureusement, le problème des suicides, c'est vraiment très important chez les communautés autochtones. Euh, et il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de bons exemples des programmes de prévention du suicide aussi qui font appel à ces phénomènes positifs d'effet Papageno. Par exemple, un exemple que je peux montrer, c'est utiliser des bandes dessinées
vous raconter des histoires qui sont difficiles en vue de prévention du suicide, en vue de donner l'espoir et donner aux gens envie de se confier et de faire appel à l'aide si on a besoin. Je voudrais vous montrer un extrait de cette bande dessinée qui s'appelle Tomorrow's Hope, qui était en fait réalisée par l'Indigenous Story Studio dans l'Alberta. Head for the basket! You're going to fail your team. You're going to miss. You let your team down. Again. It's not your fault, you know. You were double-teamed with no time. You should have made the shot. You let them down. I could have made the shot. I let the team down. Sorry I'm late. Your mom had car troubles again. So, how was the game? We lost. It was your fault. Leave her alone. She doesn't have time for you. Hi, honey. Sorry I couldn't make it. It's okay. How was the game? She doesn't care. We lost. Again. Oh, good. Way to go, sweetie. She's not even listening. You're worthless. What's the point in going on? You're no good. Hey there, kiddo! Want to lift home? It's on my way. Grab a helmet. So, hey, I was wondering if you had some time later to shoot some hoops. I was supposed to. Come on! We barely spend any time together anymore. So let's say... 8? Perfect. Probably won't show up. Hey, you made it! Bon, je vous invite à visionner les contenus de dans le site, c'est vraiment intéressant. Et, et je vais maintenant donc passer la parole à mon collègue Sani, donc, qui va faire le point sur les reportages médiatiques, vu l'intérêt et l'importance de comment on rapporte les histoires dans les médias. Voilà, on va plus précisément cet aspect-là. Enseigne à toi la parole. Le son. Ah ouais, je disais merci beaucoup, merci pour ta présentation qui est riche et détaillée. À la suite de cette présentation de Massi, je vais me concentrer sur un fait qui est vraiment peu connu et qui est quand même crucial, la façon dont le reportage médiatique va influencer euh, la montée ou la diminution des taux de suicide. Ouais, je vais me concentrer sur une étude de cas au Canada qui va nous permettre de mieux appréhender la question. Une étude qui a été réalisée par Marc Senior. Marc Senior est un psychiatre chercheur qui est affilié à l'Université de Toronto et qui s'est intéressé à l'association entre les médias et les taux de suicide. Et l'objectif de son étude était d'analyser l'association entre le contenu des articles au niveau des médias en général, en ligne ou des médias traditionnels, et les décès par suicide à Toronto. Autrement dit, est-ce que la façon dont les médias rapportent ou parlent du suicide peut influencer à la hausse ou à la baisse le nombre de décès par suicide à Toronto? Alors, quelle était leur méthodologie?
ils ont fait une collaboration avec le bureau du coroner. Le bureau du coroner est une institution publique qui s'occupe qui s'enquête sur les décès soudains inexpliqués qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, ils n'ont pas pour rôle de juger, mais ils enquêtent et ils documentent sur tout ce qui est décès soudains, inexpliqués, violents, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et ils ont ciblé 13 grands médias et ils ont essayé de collecter 13 845 articles qui sont identifiés et 6 367 sur le suicide comme le sujet principal. Quelle était leur méthodologie? Ils ont fait une étude observationnelle, c'est-à-dire de 2011 à 2014, ils ont essayé de collecter, ils observent à chaque journal qui paraît, ils observent après 7 jours, après 7 jours de publication du journal, qu'est-ce qui se passe? Surtout quand il s'agit de la publication sur le suicide. Et ils ont utilisé des méthodes avancées, statistiques, la régression, le cycle multivarié qu'on ne va pas détailler ici. Le but était d'identifier les caractéristiques des articles qui sont plus ou moins associés au suicide. Alors, quels étaient les résultats qu'ils ont trouvés? Ils ont trouvé que de 2011 à 2014, ils ont enregistré par l'intermédiaire du coroner 947 cas de décès par suicide avec une moyenne de 236 annuellement. Alors, ils se sont intéressés à beaucoup d'indicateurs. On ne va pas citer tout ici, mais ça confirme simplement ce que Massi a présenté, que les journaux ou les articles ou les suicides sont décrits comme quelque chose d'inévitable. Il n'a pas le choix, ce n'est que le meilleur choix pour lui. 7 jours après, ont augmenté de 2 fois les taux de suicide après la publication de ces articles-là. Tous les articles où on a mis la méthode, on décrit la méthode. La méthode, comment ça s'est passé, il a pris ceci, il est allé. Tous ces articles, lorsque ces articles-là apparaissent, ça augmente de 40% le taux de suicide 7 jours après la publication. Il y a les pactes suicidaires. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus. Il y a des méthodes où 2 ou 3 personnes se mettent ensemble pour partager ensemble leur douleur et dès qu'ils trouvent une solution, ils décident de passer à l'acte ensemble. Tous les articles qui ont décrit ces pactes suicidaires ont augmenté de 60% le taux de suicide à Toronto en cette période-là. Les célébrités, on en a parlé, Massi en a parlé. Tout ce qui est célébrité a augmenté de 27% le taux de suicide. Mais il avait une particularité. Les articles qui énoncent des jugements de valeur négatifs sur le comportement de quelqu'un. Il est décédé, mais celui-là n'a pas un bon comportement, il se comporte tel ou tel, a chuté drastiquement de moins de 85% les taux de suicide. Parce que les gens ne veulent pas s'identifier simplement par le comportement de cette personne-là. Les articles qui énoncent les ressources disponibles. C'est vrai, il faut noter qu'il y a peu d'articles qui ont énoncé les ressources disponibles, mais tous les articles qui ont énoncé les ressources disponibles, dès qu'il y a apparition, il y a une chute de 35% de taux de suicide après les 7 jours. Il y a pas, comme je l'ai dit, il n'y avait pas assez de preuves sur les facteurs de protection qui sont connus. Donc, du coup, on n'a pas véritablement pu analyser les facteurs de protection qui ont été énumérés par Massi plus haut, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui ont parlé de ces facteurs-là. Alors, au regard de tout ce qui s'est passé, il y a l'association, d'abord l'OMS qui a mis des directives sur comment il faut faire la couverture médiatique sur le suicide, pas seulement
les médias, mais on a parlé aujourd'hui des médias sociaux. Et même nous-mêmes, on a des informations qu'on relate, on publie, on republie. Il y a des guidelines que l'OMS a énumérées, que l'Association canadienne de la psychiatrie a repris pour contextualiser sur le contexte canadien, que je vais vous présenter rapidement. Il est dit qu'il y a des pratiques qu'il faut éviter. Par exemple, mettre des photos, la couverture très visible. Il faut éviter de mettre des photos très en vue des personnes décédées, de proches ou des personnes en comportement suicidaire. Il faut éviter de décrire avec des photos violentes ou dramatisées pour créer des buzz, pour attirer l'attention des gens vers ces cas-là. Il faut éviter aussi des détails. Il faut surtout les nouvelles méthodes que les gens ont utilisées, il faut les éviter. Il faut éviter de répéter la même histoire plusieurs fois. Le langage inapproprié, ceci n'est pas seulement propre aux médias, c'est propre à nous tous. C'est stigmatisant de dire qu'il a commis le suicide, il s'est suicidé. Il est recommandé d'employer des termes comme tentative. Il faut aussi éviter des termes comme tentative réussie, tentative ratée. Les gens ont tendance à aller creuser pour voir comment ça s'est passé. Il a échoué ou il a réussi. C'est aussi stigmatisant. Il faut aussi des raisons. Il faut pas, les causes de suicide sont tellement profondes qu'il ne faut pas simplement attribuer des raisons comme quoi c'est à cause des réseaux sociaux qu'il s'est donné au suicide. On demande d'éviter. Il faut présenter aussi les suicides comme une solution et non des résultats positifs. Il faut éviter de présenter le suicide comme une solution à la vie, il n'a plus le choix, c'est la meilleure solution pour lui, il faut l'éviter. Ce qui est bon, les bonnes pratiques, il est préférable de dire qu'il est décédé par suicide, il est décédé, c'est peu de dire qu'il s'est suicidé, c'est pas bon. Les reportages, il faut faire les reportages qui déconstruisent les mythes courants sur le suicide, à savoir se référer à des recherches établissant des liens entre des troubles mentaux et les suicides. Il faut prendre l'avis des experts si possible pour pouvoir vraiment étoffer notre argument dans la présentation. Il est recommandé d'utiliser des alternatives au suicide, c'est-à-dire inclure des informations sur des ressources communautaires, comme des sites web ou des lignes d'écoute par des personnes ayant des pensées suicidaires. Il est recommandé de faire ces pratiques-là. Il est aussi recommandé de donner des informations pour des proches et amis, tels que les signes avant-coureurs d'un comportement suicidaire. Par exemple, comme ce que Massi a présenté, lorsqu'on présente, on donne des informations sur des signes avant-coureurs et on demande à comment approcher ou soutenir, protéger une personne suicidaire, ça peut amener les proches à détecter ces signes-là et à rapidement se rapprocher des instances qui peuvent aider. Si vous êtes beaucoup plus intéressé, vous vous intéressez beaucoup aux recommandations, nous avons mis le lien des recommandations de l'OMS qui passe en détail chaque recommandation avec les conséquences, les forces et les faiblesses. Les réseaux sociaux, pour finir, la Statistique Canada rapporte que 91% des jeunes de 15 à 24 ans utilisent les réseaux sociaux et 45% sont connectés presque constamment. Alors, nous avons compris aujourd'hui que la méthode de partage d'informations passe largement par des réseaux sociaux. Et même si il y a beaucoup de travail qui se fait pour pouvoir éviter de faire passer des messages, par exemple, comme suicide, mort à travers des réseaux sociaux, il y a encore beaucoup à faire. C'est pour cela qu'il y a des recommandations comme quoi les instances peuvent collaborer avec des plateformes pour inclure des boutons paniques, donnant un accès immédiat aux lignes d'urgence
et aux services de soutien en santé mentale. Voilà un peu de façon substantielle ce que nous avons à vous présenter et je vous remercie.